Ils t'ont enlevé 849 pour 60 heures de grève, Ouais. plus les 263 € de prime 5-8, ça fait 1112, moins les 25%, ça fait 834. 800. Ouais, 834, on arrondit ça. Ouais, 835. merci. Et c'est nickel. Ça, après, faut que j'aille encore voir les collègues. Je leur donne les autres pochons de la caisse de grève. C'est magnifique. Et du coup, pour Ouais. toi, ça donne quoi? Bah pour moi, là, on vient de Tu as gagner. eu Oui, ça, je sais, j'ai vu tout ça. En vrai, le prud'homme, ils ont dit qu'en gros, c'était juste une façon d'éviter de me réintégrer. Donc du coup, c'était illégal. Et du coup, ils sont condamnés. Et il y avait les 20 000 € d'astreinte par jour. Et le tribunal, il a ordonné une astreinte de 400 000 €. Ouais, ça, j'ai C'est vu. pour ça que je vais avoir 400 000 €. Bah, ils ont fait appel, on verra et tout. Oui. Et après, il y avait aussi le truc de, pour les réunions, ils ne m'invitaient plus aux réunions, ils ne faisaient plus les réunions. Ils ont été Ouais, ça recondamnés aussi. une troisième fois pour ça. Et c'est pour ça qu'ils ont donné 125 000 € aussi d'astreinte. Donc c'est pour ça qu'on a un demi-million là qui va tomber. Bon, ils vont faire appel, on verra et tout. Ouais, et tout. parce que... Mais voilà. Et du coup, c'est déjà une belle victoire. Et surtout, la semaine prochaine, Ah je vais oui. recommencer le boulot. C'est-à-dire que là, Ah, tu commences alors? ils sont obligés de me réintégrer là. Parce que nous, on se disait, ils vont trouver encore un autre stratagème, tu sais, comme ils ont fait la dernière fois. Ouais. Voilà, la grève, ça aura fait mal quand même. La grève, il Bah, avait la. oui, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait du monde qui le fait. Ouais. Et on n'a pas lâché. C'est vrai. C'est ça. C'est ça qui fait beaucoup. Mais Vu bon. qu'on a continué, ils se sont dit, ouais, ils vont s'essouffler. Ouais. Comme souvent, ça arrivait. C'est vrai. Mais là, non, il n'y a personne, ça a continué. Oh, Joseph! Mon chef d'atelier préféré! Erko, il s'est barré devant. Erko, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu. Ah. Erko, il était là. Erko, il est. Ah non. Aïe aïe aïe, Matt avec le watt au bord de la bouche. Et ça, c'est. Ça aurait pu être ma zeb. Voilà. Et ça c'est le modèle été. Allez. Maintenant, voilà, je m'appelle Christian Porta, j'ai maintenant 32 ans. Ça fait presque 10 ans que je travaille chez Neozer. C'est une boulangerie industrielle qui est située en Moselle-Est, à Folgevillers. On ne se parle pas pour beaucoup, mais voilà, c'est en Moselle. Et en gros, c'est une boulangerie industrielle qui produit majoritairement tous les pains, les croissants pour Lidl. Et on a été racheté par un grand groupe de l'agrobusiness qui s'appelle Invivo. Et aujourd'hui, ce même patron, il est en train d'essayer de me réprimer, il est en train d'essayer de me licencier. Pour donner un exemple à tous les travailleurs et les travailleurs en gros du groupe, pour leur dire voilà, si vous voulez relever la tête, vous allez finir comme lui, qui est un peu, entre guillemets, la figure du syndicat, quoi. Effectivement, après la réforme des retraites, il y a eu une offensive antisyndicale énorme. Enfin, Sophie Binet, c'est celle qui disait que c'était la pire offensive antisyndicale depuis 1945. Ça se manifeste de plein de manières. Il y a eu une répression massive, des énergéticiens qui ont été convoqués par la police antiterroriste, qui ont été jugés, pour certains condamnés. Il y a des militants syndicaux qui ont été poursuivis et ou licenciés pour leur prise de position en faveur de Gaza. Et je pense que dans le cas de Christian Porta, c'est vraiment significatif. Il ne supporte pas que ce soit un ouvrier qui participe à des manifestations comme celle de la Pride. On lui reproche, dans le cadre de sa procédure disciplinaire, de porter un badge de solidarité avec Gaza. On ne supporte pas son impertinence et en fait sa fierté ouvrière et le fait, par exemple, on arrive à lui reprocher que c'est quelqu'un qui exige d'être vouvoyé par sa direction, par exemple. Ça fait partie des griefs qu'on lui impute, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui, oui, exprime une fierté ouvrière et surtout une conscience de sa classe, de ses intérêts, que le patronat ne supporte pas. Deux jours de nous appeler pour ça. 。 . 。  . 。 . 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
Et le patron, il n'avait pas trop kiffé ça à l'époque. Ils m'ont reproché de. En plus, les musiques. Évidemment, ça dit ça crie Aha. Ils ne comprenaient pas, ils disent ça crie Aka. Et nous, on était en entretien, on rigolait quand on dit non, ça crie Aha, monsieur. Évidemment, respectez évidemment le truc. Et ils disaient oui, mais vous allez dire que vous allez sortir des kalash et tout et tout. On dit mais non, c'est de la musique, frère, c'est Sosomané, c'est Joule, qu'est-ce qu'il me raconte. Mais ils n'avaient pas trop kiffé. Ils nous a dit oui, on ne comprend pas votre jargon, votre dialecte à vous quand vous parlez, monsieur Porta. Il m'a dit ça, le directeur. Ça, c'est le truc qui m'a le choqué à la toute grosse première réunion. C'est vraiment ce qui m'a choqué. C'est que Christian, en un claquement de doigts, il peut lui sortir le code du travail, la date, l'heure, quand vous avez fait ça. Donc le gars, il présente son projet normalement, il lit ses 2 premiers paragraphes de son petit diaporama, et Christian lui dit non, ça c'est faux, non, ça c'est pas juste, non, ça, c'est pas comme ça que ça se fait, non, là, il faut d'abord... Et puis les autres disent, ah ben chez nous aussi vous avez fait ça, ah ben chez nous aussi vous avez fait ça, donc ça réveille tout le truc. Et après, le gars, il se retrouve devant la réalité et il doit assumer, il doit répondre aux questions, il doit vérifier ce qu'il a écrit et il lui faut un ordinateur et une secrétaire pour pouvoir donner une réponse instantanée à Christian. T'as quoi là? C'est quoi la situation? Il y a quoi? Je sais pas si t'as eu les remontées sur les gars qui ont des problèmes de papier là, au boulot. Il y en a déjà un, Gontran, je sais pas si tu te rappelles, qui habite en bourreau là, Frémin. Le mec qui vit en trottinette là qu'on a. Il l'a arrêté parce que son récépissé il arrive à terme. Il n'a pas eu de renouvellement, donc ils l'ont arrêté, il bosse plus. C'est quoi? C'est la préfecture qui a refusé là? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si c'est la préfecture ou pas. Mais là, maintenant, il se retrouve sans taf. Il est dans la merde. Et moi, j'ai un collègue qui est avec moi, c'est encore pire. Lui, son récépissé est mort hier. Non. Ouais. La direction, ils sont pas au courant encore. Non. Aide, je pense qu'ils sont au courant. Ouais. Lui, il a 5 gosses, et moi, j'ai peur qu'il se fasse arrêter comme Gontran. Donc, je voudrais savoir si on peut faire quelque chose, nous, au syndicat. Ouais. La vérité, il va falloir qu'on arrive à choper une lettre du patron. Il va falloir qu'on aille. Bah voilà, ou du patron de la boîte intérim. Enfin, de l'association. Voilà, ça serait mieux pour le patron, quoi. Avec, ouais, non, mais il faut mettre un coup de pression de ouf, là. Allô? Écoute, je me permets de t'appeler, là. On m'a parlé de ta situation au travail, là. On m'a dit que tu n'avais plus de récépissé et que du coup, ils n'avaient pas pu continuer à te garder à l'usine, là. Oui. Je voulais savoir, ça s'est arrangé ta situation ou pas? Non, pas encore. Là, t'es toujours en situation... Ah, merde. Oui. Moi, je peux essayer de voir pour que lundi, on voit avec ma collègue avocate si on peut mettre un coup de pression à la préfecture et voir, parce que tu vois, s'il faut qu'on essaye de t'avoir une lettre du patron de la boîte d'intérim pour qu'ils disent que c'est important qu'ils ne peuvent pas te prendre tant que tu n'as pas de récépissé, tu sais, pour mettre un peu la pression à la préf et de voir, quoi, tu vois, pour qu'on fasse avancer même la demande d'asile et tout, tu vois. Ok. Et je vais voir ça et je te tiens au courant. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est toujours les mêmes problèmes en vrai. C'est toujours la préf qui fait galérer. Tu vois, le mec qui fait une demande d'asile et la préfecture, juste un papier. Ils ont à faire un récépissé, bordel. Et ça, ils font galérer. Le gars, il se retrouve du coup sans taf. Il se retrouve dans la merde. Vie de ma mère, ça fout le seum en vrai. C'est rageant en vrai quand t'entends ça. Tu vois, et tu te dis que là, bientôt, avec la loi immigration, avec la loi immigration maintenant, ça va être pire. Elle va servir à durcir et à pouvoir expulser encore plus vite les collègues sans papier. Et là, donc, tu arrives à un souci où là, le mec, il est en situation d'irrégularité. Si Darmanin, il l'apprend ou les trucs, ils vont essayer de le tège. Et heureusement, il y a une solidarité quand même qui se fait avec les collègues et tout, tu vois. Ça me fait même réagir les gens. Moi, là, je pense à ça. Je discute avant avec le collègue, mais la loi immigration, on va pas se mentir, il y a beaucoup de collègues qui étaient pour. Quand on voit qu'il y a 70% de la population, ils sont pour la loi immigration, c'est que nos airs, ils sortent pas en dehors de, tu vois, ils sont pas en dehors de la société. Donc, je sais que les collègues, on a eu des discussions, ils étaient pour. Mais quand tu leur dis que la loi immigration, aujourd'hui, ça a un impact sur ton collègue de travail et que ça va empirer encore sa situation, là, ça fait réfléchir les collègues. Et là, ils se rendent compte de se dire, non, leur loi, elle vire nos propres collègues de travail, elle vire des gens qui galèrent. Parce qu'en plus, on connaît l'histoire de ces collègues, tu vois. Je serais heureux qu'un jour, pour la loi immigration, ma boîte, elle se met en grève, tu vois ce que je veux dire. On n'y est pas là, mais de toute façon, on n'aura pas le choix. C'est comme ça qu'on arrivera à les batailler. C'est pas en faisant des motions à l'Assemblée ou je sais pas quoi qu'on arrivera. Ce sera que par la rue. Mais au fond, tu vois, si tu arrives à leur montrer les contradictions, tout ça, je pense que ça peut aussi faire avancer un peu la conscience de classe. Good Morning Business. Il est 7h44. Notre invité a pour ambition de nourrir 10 milliards d'êtres humains. C'est Thierry Blandinière, le directeur général du groupe InVivo, un groupe donc une coopérative agricole, mais aussi maintenant un distributeur de produits de jardin, de boulangerie, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
14 500 collaborateurs. Comment vous avez traversé cette crise, la flambée du prix des matières premières, des prix agricoles? C'était plutôt bon pour vous, ça, non? InVivo, pour beaucoup, ça parle à pas grand monde, mais c'est un énorme groupe. Eux, ils se présentent comme une coopérative, mais ça n'a rien d'une coopérative, hein. C'est un grand groupe capitaliste. Un des premiers, je pense, trucs centraux qu'on peut voir avec eux, c'est que eux, ils exploitent la moitié des agriculteurs en France, hein. C'est une réalité. Ils les exploitent, ils les rémunèrent très bas. Et surtout, c'est qu'ils ont des énormes silos dans énormément de ports en France pour justement permettre de stocker le blé, toutes ces matières premières, et de pouvoir faire du trading dessus, c'est-à-dire d'attendre que le cours est au plus haut pour pouvoir les revendre. Donc déjà, ça a un impact, un, sur l'inflation, mais de deux, sur toute l'alimentation mondiale. Et mon patron, il a des enjeux partout, il est présent partout. Il est présent en Ukraine, il est présent en Russie, il est présent en Afrique. Et quand on voit que, par exemple, ils ont des malteries en Afrique où ils vont payer entre 25 et 30 euros par mois des travailleuses et des travailleurs éthiopiens, eh ben, nous, c'est aussi normal qu'au vu de notre position, on doit aussi dénoncer le rôle que le groupe InVivo, que le groupe Soufflé, etc., Noozer ont aussi dans cette exploitation et voilà, dans ce maillage dans le monde entier. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans les objectifs d'InVivo. Déjà, il faut savoir que son PDG, Thierry Blandinière, le formule d'une façon très claire. Il dit qu'il veut être l'Amazon de l'agriculture. Donc je pense que c'est parlant à la fois du point de vue des ambitions économiques de la société, qui sont en fait d'être un géant de l'agro-business et d'investir en fait dans les secteurs rentables du groupe et notamment dans la boulangerie industrielle de Noozer. Ils ont investi énormément sur le site, mais en contrepartie, c'est hors de question que ça se fasse dans un secteur où les travailleurs ont des conditions de travail qui, en fait, du point de vue patronal, ne permet pas une rentabilité absolue. Et ce que je trouve en fait significatif, c'est de voir à quel point le patronat fait de la politique de manière décomplexée. Et comment est-ce qu'il est déterminé à empêcher les ouvriers d'en faire. Christian consacre en fait la majeure partie de sa journée à produire des choses pour nourrir la population et lui aussi a un avis sur comment sa production elle devrait être faite et dirigée. Les salariés de Noozer à Folchwiller donc sont appelés à faire grève pendant 2 jours, aujourd'hui et demain, pour protester contre l'annonce de 185 suppressions d'emplois, à l'appel notamment du syndicat CGT, dont le responsable chez Noozer est avec nous, Christian Porta. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la situation au sein de l'entreprise? Pourquoi la direction veut supprimer 185 emplois? C'est toujours la même histoire. On n'a pas assez de produits, on n'a pas assez de commandes, etc., et on perd de l'argent. C'est tous les ans le même discours. Déjà l'année dernière, on a subi un plan. Cette année, on resubit un plan. C'est tout Folchwiller là qui est nouveau attaqué. 185 suppressions d'emplois, c'est énorme pour ce bassin. Donc 2019 aussi, grosse lutte. C'était la fermeture du Fürst 1 où on leur disait ouais, faut pas le fermer, faut le garder ouvert. Et ils ont décidé de licencier. On avait perdu 180 collègues, je crois. Bon, 110 en départ volontaire, donc ça veut dire que les talents, ça allait. C'est sûr que nous, on a été directement dans la lutte, tu vois. On n'a pas eu le temps de faire. Parce qu'à la base, quand on s'est mis dedans, on s'est dit on va faire des œuvres sociales, voilà, des choses comme ça. On va batailler sur 2-3 petits trucs, tu vois. Après, il y a eu le PSE, c'est sûr que Dire était directement mis dans le bain. En plus, on était une équipe assez jeune. Tu avais beaucoup de jeunes, d'ailleurs, il en reste. Hein. La première grève, c'était le défilé dans tout Folchwiller. Voilà. Et je me souviens encore parce que je suis passée devant mon ancien boulot. Et je voyais mon ancienne patronne qui était devant, en train de regarder et tout. C'était quoi tes défilés avec tes collègues devant ton ancienne patronne? Moi, c'était une fierté. Une fierté. De se dire, voilà, la petite Julie qui était avant, qui se faisait faire et qui se laissait marcher sur les pieds, elle n'existe plus, quoi. Mais j'ai commencé chez Noozer, c'était en 2012, j'étais en intérim, j'ai fait plusieurs missions d'intérim. C'était un peu la galère, c'était un peu les petites missions, les jobs, un peu à droite à gauche. Je suis boulanger de métier, donc moi, travailler dans une boulangerie industrielle, je me suis dit que c'était un peu la continuité de mon métier. La boulangerie, c'est difficile, ça fait depuis l'âge de 15 ans et demi que je travaille en boulangerie, c'est difficile, les nuits, etc. Donc j'ai décidé d'aller plutôt dans l'industrie, où c'est posté, c'est un peu différent, où même... Je pensais qu'il y avait même un code du travail à l'époque un peu mieux respecté que dans les petites boulangeries de quartier. Et au final, j'ai fait des missions d'intérimaire, ils m'ont embauché en 2015. Mais franchement, on avait des plannings qui étaient aussi merdiques que dans des boulangeries normales. On avait des salaires qui étaient faibles. Moi, je me rappelle, je gagnais 1 300 € alors qu'on travaillait là en nuit, on travaillait en dimanche, quoi. C'était horrible. Et du coup, dès 2016, en vrai, on a eu des élections professionnelles. On s'est dit, vas-y, on va monter un syndicat.
et on a monté la CGT, quoi. J'ai commencé à militer, les premières grèves qu'on a fait, c'était d'abord contre la loi travail. C'était parce que le patronat, justement, il était en train d'essayer d'enlever nos droits. On a commencé après à faire des grèves pour les augmentations de salaire, on a commencé à faire des grèves pour des meilleurs plannings. Bref, on a que bataillé. Notre histoire des Neuhauser, je pense que c'est vraiment une histoire de la lutte des classes, mais à échelle locale, quoi. Mais tu sais que l'arc-en-ciel, il va juste derrière, je sais pas, tu le vois là, regarde. Ah ouais. Il va juste. Mais il y en a deux en dans vrai, le- si tu regardes maintenant. Il y en a un qui s'efface là un peu à gauche, et Ah t'as ouais. celui-là qui est Ah, très deux. très fort et qui est juste magnifique. C'est toujours pareil en Moselle, il y a une rumeur qui circule qui dit que, et surtout près de chez Neuhauser, qu'à chaque pied d'arc-en-ciel, il y a un piquet de grève. Mais et là tu vois, il est près de chez Neuhauser, il y a une grève en ce moment. C'est que c'est pas juste une rumeur, quoi. Déjà là, c'est déjà important là où on est, c'est ici où on tient nos plus gros piquets de grève. C'est là où quand on décide de bloquer l'usine, quand on décide de faire grève, c'est ici qu'on se met, donc c'est aussi symbolique. On bloque l'usine et c'est que ça va pas ici. Ça, c'est les grèves. Ça, c'est les trous des grèves, ça. Mais voilà, et c'est là qu'on travaille. Nous, on travaille tous les deux sur le site de là. Et toi, tu as commencé ici. Moi, j'ai commencé ici en 2013. Ouais, elle, c'est une ancienne par rapport à moi. Mais, mais ouais, tu as commencé Caris direct, toi. Caris direct. Ouais, la Caris, moi, j'ai commencé conducteur de machine. Moi, j'étais le petit boulanger qui faisait le pain et elle, c'est elle qui nous ramenait les matières premières. Et je suis arrivé en 2019 ici, Ouais, au c'est vrai que deuxième PSE. c'est quand ils ont fermé l'usine là, elle a débarqué chez nous. Mais c'est vrai que la question, tu te rappelles, pendant le Covid en plus, au-delà de la prime Covid qu'ils ne voulaient pas nous donner, au-delà des mesures de sécurité qu'ils ne voulaient pas mettre en plus C'est en place, ça. c'était la question des invendus, là, quand ils voulaient jeter les produits propres à la C'est consommation. ça. Là. Et on a dû batailler pour qu'ils donnent ça à des assos. Parce que 700 palettes à jeter, ça prend du temps. 700 palettes, ça parle pas beaucoup, hein, mais c'est, je sais pas moi, dans une palette de croissants, tu peux avoir 6000 croissants dedans. C'est des centaines de milliers de produits propres à la consommation que le patron voulait jeter. Et quand tu as les collègues là qui refusent de le jeter, qui nous disent il faut qu'on fasse quelque chose, nous, ce qu'on a réussi à imposer, c'est on allait voir le directeur, on lui a dit écoute, nous on les jettera pas, déjà de une. Donc on sait très bien que c'est pas eux qui vont aller les jeter, tu vois. Et de deux, nous on l'a dit, ces produits-là, on va les distribuer. Alors au début, il a dit non, il a Oui, au fait départ, tout il a un dit non. chantage. Et après, on a réussi à les distribuer. On a fait, ouais, il y avait tout le tapage médiatique. Ouais, on par avait contre, annoncé ouais. à la presse, on avait avancé partout, ça tournait partout dans toute la Moselle. En vrai, là on voit, mais t'as l'entrée de l'usine là-bas et on voulait faire le drive. Moi je me rappelle avec les collègues, on s'était réunis, je sais pas si tu te rappelles la réunion syndicale en visio, où on avait dit vas-y, ben, nous on fait le drive, telle et telle personne elle vient, on fait là, on fait venir les voitures, on avait tout organisé et tout. Et après, bon, la direction est venue en mode non, ok, on est pour donner aux associations. Oui. Et après, on avait distribué à toutes les assos de Moselle. C'était pas mal ça. Ouais, ça c'était bien. Ça c'était une petite victoire. Ah, une grande grosse. victoire. Ouais, c'était une grande victoire, c'était dans le Covid. quand hein. même. Parce que du coup, ça, c'est un peu le mur des affiches, des campagnes en vrai qu'on a pu mener, quoi. Je vois là, par exemple, tu as soutien à Rosen ou tu as soutien aux travailleurs de la Côte-Terre en Tunisie et tout. Même si, tu vois, on ne connaissait pas la boîte et que personne ne la connaissait, même moi, quand on a vu la campagne là, on s'en est saisi. Parce qu'on s'est dit, c'est important de remettre le débat internationaliste, de dire pourquoi nous, en tant que travailleurs à Folchevillers, en Moselle, Moselle-Est, pourquoi nous, on serait solidaires et en quel intérêt on a en commun avec des travailleurs et des travailleuses de Tunisie, mais d'ailleurs de partout. Et ça a permis en vrai, quand il y a des campagnes comme ça, ben, de débattre dans le syndicat, de dire voilà, mais regarde, eux ils vont se faire licencier, nous on a connu les licenciements, on sait ce que c'est, on s'est battu contre des licenciements, on sait ce que c'est quand un patron du jour au lendemain il vient, il dit bon ben on va fermer l'usine. Mais et maintenant, comment tu aurais pensé que moi je serais devenu syndicaliste comme ça? Non, je pense pas, non. Quoique, on dit toujours que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, tu vois. Ton père était révolté aussi, il n'y a pas de raison que tu ne le sois pas. Hein. C'est vrai? Ton père, oui, c'était un révolté, lui, tu vois. Comment ça, révolté? Un révolté. Lui, il avait des idées que tout à lui, tu vois. Il avait ses cheveux longs, je veux dire, il avait... Oui, c'était ce côté-là qu'il avait, tu vois. Et aussi, il était contre la société, il était contre les riches et tout ça. Bon, bref. Oui, mais moi, j'ai Ouais. plus l'impression que je m'inspire Ah de oui, toi, toi, que de ouais. papa en vrai. Parce que j'ai l'impression que toi aussi, tu es toujours en train de travailler, tu râlais quand il y a des problèmes sur les fiches de paye, sur les C'est surtout salaires. ton oncle, mon frère. Ah oui, Mon c'est vrai. frère, à l'époque, il y avait tellement de travail que c'était un bon soudeur. Et à l'époque, il s'était engueulé avec son patron. Et mon frangin, il a couru derrière le patron avec une hache. C'est pas des cannes, tu demandes à mon frère, à Myriam, tu vois. Parce qu'il était avec, lui, il s'est caché, il avait honte. Il a couru derrière, il n'a pas attrapé, heureusement. Et 2 jours après, le patron il est venu chez ma mère pour réclamer mon frère. C'était un bon soudeur. Toujours, à chaque fois que je parle de toi, je dis ma mère elle a travaillé dans une chocolaterie et quand j'étais gosse, le souvenir c'était que tu revenais toujours avec des pansements là autour des doigts. Les cartons, ça coupe énormément aussi, tu vois.
Il fallait quand tu ouvrais et tout, c'est normal, t'avais toujours, mais t'as les mains qui se déforment aussi, regarde, tu as de l'arthrose et tout. L'usine, c'est la merde, voilà. Faut dire, Mais ça, toi, t'as travaillé la chaîne vraiment en plus. Oui, à la chaîne, alors c'est-à-dire que c'est comme quoi ça. Ben, ça dépend de où tu étais, tu vois, où tu emballais le chocolat, où tu préparais quelque chose, c'est-à-dire qu'ils mettaient au début, d'abord ils mettaient les femmes les plus rapides, puis c'est elles qui donnaient le rythme, tu vois, si tu avais une qui était très très rapide, il fallait que tu suives. Il fallait prendre, je sais pas, 3 ou 4 sortes de chocolat, tu vois, et les mettre dans les bons trous. Ça rentre après, hein, c'est comme tout, tu vois. Mais quand tu es nouvelle, tu es là, tu perds pas. Tu as un moment, tu es couché sur la chaîne, là, tu mets le chocolat là, tu vois. C'est horrible. Mais oui, parce que ça arrive à tout le monde. Tu es pas né en faisant le chocolat, quoi, tu vois. Ah, ma mère, elle a la main sur le cœur et elle m'a donné ça, quoi. Elle m'a transmis ça. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui aussi que je milite syndicalement et que je veux changer le monde, quoi. Parce que j'ai plus envie de voir une daronne qui travaille à l'usine, qui fait le ménage là chez Noser ou n'importe où. J'ai toujours un souvenir où j'étais jeune, j'avais la varicelle, j'étais pas à l'école, ma mère elle faisait des postes de nuit, elle devait encore s'occuper de moi le matin, moi je la laissais pas tranquille et tout. Et je me dis que ça c'est, voilà, que normalement une daronne elle doit pas aller travailler à l'usine et galérer à élever ses enfants tout seul, tu vois. Et c'est contre ça aussi qu'on se bat, tu vois, aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut comprendre un peu quand on découvre les Neuhauser en général et puis le syndicat CGT, c'est que c'est quand même une anomalie, à mon avis, du point de vue patronal, dans un secteur qui est celui de l'agroalimentaire, qui est un secteur très 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 difficile, ultra accidentogène. Enfin, c'est très frappant, hein. Je veux dire, il y a beaucoup d'accidents du travail, il y a des machines qui sont dangereuses, il y a des cadences qui sont très très fortes et il y a des conditions de travail qui sont difficiles. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont perdu des doigts, qui ont des accidents qui peuvent vraiment voilà, être très très compliqués. Et en même temps, c'est un secteur dans lequel il n'y a pas de gros bastions syndicaux. Enfin, c'est pas la SNCF, c'est pas la pétrochimie. Et je pense que le fait qu'il y ait un syndicat qui fasse 74% sur son établissement, du point de vue du patronat, c'est un caillou dans la chaussure absolument insupportable et qu'à mon avis, la direction de Neuhauser a commencé à vraiment vouloir mettre un terme à cette dynamique-là. Quand la boîte elle a été rachetée par InVivo, elle appartenait avant au groupe Soufflet, ils se sont dit maintenant ça suffit, il faut que ça disparaisse et il faut que le seul syndicalisme qu'on soit capable de tolérer soit un syndicalisme de collaboration. Nous on peut dire ce qu'on veut, on peut mener quelle lutte qu'on veut, s'il n'y a pas les ouvriers derrière nous, à 20 pelés on ne va pas faire grand-chose, quoi. Si on n'est pas d'accord, on se le dit. S'il y a plus de pas d'accord que de d'accord, eh ben, on s'accorde. On trouve toujours des solutions. Et on fait la même chose avec les ouvriers. Il n'y a pas de décision. Il n'y a personne qui va chez les ouvriers et dire « ouais, il faut faire grève, tel et tel ». On explique les choses. C'est pour ça qu'à mon avis, ça marche. Imagine ma terre sous les parasols. Mais là, je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir ma date, je veux y voir clair. Elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle envie pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste et que ma garde se baisse, je peux pas la quitter, elle me fait kiffer. Elle sait que dans son regard, je me perds. Donc moi c'est Johan, donc moi je suis là à l'usine en tant que cariste. Donc j'ai réussi à tenir 18 mois en contrat à la semaine en fait, hein. En contrat à la semaine tout le temps, pendant 18 mois. Tu viens à leur guise, c'est eux qui décident de ton planning toutes les semaines. Donc tu peux pas toi t'organiser dans ta vie privée. Et surtout après en interne en tant qu'intérimaire, tu as intérêt de respecter tout le protocole à la lettre, sinon ben, tu n'as que des chefs autour de toi en fait. Toutes les personnes au-dessus de toi et autour de toi sont tous des chefs. Et la direction par-dessus le marché, en tant qu'intérimaire évidemment, tu n'as pas ton mot à dire. Évidemment, tu n'es pas interne, donc tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as pas le droit à la grève, tu n'as pas le droit, voilà, même si on te voit avec des gens qui ne sont pas fréquentables pour la direction, ça peut te porter préjudice. Même si tu as tort dans une histoire, que tu aies tort ou raison, c'est toi qui vas partir. Et à peine un mois en CDI, l'ancien directeur m'avait fait faire la promesse de ne pas sortir pour les NAO quand Christian allait proposer la grève, en contrepartie de me donner mon CDI tout de suite. C'est un peu comme ça qu'on me l'a vendu. Évidemment, sur le coup, j'ai accepté. Et après ça, je suis sorti, mais plus pour les NAO, mais pour Christian personnellement. Donc, j'ai tenu ma parole. Je ne suis pas sorti pour les NAO, je suis sorti pour Christian Porta. C'est différent. Lors de sa mise à pied, ça nous a foutu une claque. On s'est tous dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. J'arriverai jamais à comprendre pourquoi ils se sont tellement acharnés sur des choses qu'il n'a pas faites. C'est juste que il était dérangeant dans l'usine et puis ils ont essayé de lui mettre un peu tout et n'importe quoi sur le dos et
Sauf que, ben voilà, nous, on ne s'est pas laissé faire et on s'est battu. Ça a été dur, hein, moralement, hein. On va pas se mentir, hein. C'était des têtes qui cogitent, on se passait tous des coups de fil à pas d'heure, pendant des heures, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Il y a des salariés qui étaient en panique, qui avaient peur de se faire licencier parce qu'ils ont fait grève, alors à savoir que le droit de grève, c'est notre droit. La direction là-dessus ne peut pas en jouer vis-à-vis des salariés. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont sorti des tracts, en gros, nous disant ceux qui ne sont pas contents, on les pousse à la porte. Hein. Non, alors la chronologie, le 12 février 2024, la société met en œuvre une procédure de licenciement à l'égard de Christian et elle a sorti la convocation à l'entretien préalable d'une mise à pied conservatoire. Ça veut dire quoi la mise à pied? Ça veut dire que normalement, il n'a pas le droit d'aller dans l'entreprise. Mais quand tu as des mandats syndicaux, même pendant la mise à pied, le salarié, en principe, a le droit d'exercer les mandats. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il lui notifie la mise à pied, il lui interdit d'aller sur le site pour exercer les mandats. Avec juste cette particularité, c'est qu'il met en œuvre cette procédure, alors que quelques jours après, il y avait une grosse grève qui était déclenchée, dont l'employeur était informé sur la revendication des salaires. Donc ce n'est pas la chronologie, ce que nous on appelle des chronologies suspectes. C'est-à-dire au moment où il y a une grève, tu déclenches un processus disciplinaire. Donc on a saisi très vite le tribunal judiciaire de Sarreguemines, qui 4 jours après rendait une décision en disant que l'employeur commettait une infraction, n'avait pas le droit d'interdire à Christian Porta d'accéder à l'usine, y compris pendant sa mise à pied pour exercer ses mandats. Et là, on a la première décision avec la première astreinte, qui est de 5 000 € par jour de retard s'il l'empêche d'exercer ses mandats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on me reproche, c'est un truc monté de toutes pièces. C'est vraiment mon patron, il se dit, je lui reproche du harcèlement moral envers la direction et ça va passer. Je vais mener une enquête contre le salarié sans respecter aucune loi et qui va dire, bah oui, regardez, il harcèle les cadres, il vient trop souvent leur dire ça va pas, ça va pas. Et ça, aujourd'hui, mon patron, il se permet de le faire en toute impunité, c'est normal. Et il se permet même de le dire sur Twitter. C'est-à-dire que mon patron, avant même qu'une enquête pour harcèlement soit menée, il m'accuse d'harceleur. Sur Twitter, normal, vous pouvez retrouver ses tweets. Il s'appelle Sébastien Graff, c'est mon DRH, et il vient, il dit sur Twitter, Monsieur Porta, c'est un harceleur. Il va même jusqu'à aller taguer François Ruffin, par exemple, et il lui dit, écoute François, il l'appelle François, il est là en mode, si tu le veux, je te le paye pendant 3 ans. Donc tu vois, ça montre à quel point le mec, il se croit tout permis. C'est hallucinant, tu te dis, le mec, il peut mettre sur Twitter normal, je te le finance son salaire pendant 3 ans. Prends-le, vas-y, il dit à la France Insoumise, prenez-le, je finance son salaire pendant 3 ans normal. Mais ça montre à quel point le mec, il veut juste me licencier. Que c'est pas la question que je ferai quoi que ce soit, c'est juste le mec, il veut se débarrasser d'une section syndicale combative, il veut se débarrasser en vrai de travailleurs en vrai qui sont capables de dire non à un patron, et il se dit vas-y, et je l'affiche normal sur Twitter. Merci beaucoup en tout cas. Bon bah nickel, t'as tout ce qu'il faut? Je te tiens au courant. Ok. Ouais, je pense. Tu passes ton temps à faire ça, je suppose, en ce moment. Bah oui, là en ce moment, oui, parce que c'est un peu inédit de l'attaque, donc on est un peu contacté par tout le monde, et il y a même, bon après c'est beaucoup local et tout, maintenant ça commence à se nationaliser. Et au-delà de ça, bon, ben, on gère la grève, on part partout et on milite, on essaie de faire connaître au mieux ce qu'on est en train de, vivre, quoi. C'était qui? C'était Libération. Mais non, c'est bon. Merci. J'ai oublié, il y avait un autre bouton. Ouais. Moins fort. On n'est pas d'accord! Attends, je fais la voix à Porta Chirac. C'est pas normal! Arrête de me moins fort, oui. T'arrives à la chose. Alors, je vous explique en fait. Le groupe Invivo, ils prennent des milliards. C'est pas des millions, des millions, des milliards, j'ai dit. Là, l'idée, c'est d'arriver devant le siège de Invivo. Je sais pas si vous avez vu, on a mis une tribune et tout en place. Il faut vraiment qu'on fasse un groupe WhatsApp, comme ça je vous envoie tout et tout. Mais on a fait une tribune qui part de l'usine en gros. Et l'idée de la tribune, c'est de dénoncer les agissements du groupe Invivo, mais le problème qu'il y a, c'est que personne connaît le groupe Invivo. En vrai, ça parle à personne Invivo, alors que tout le monde connaît. C'est Jardiland, c'est les Gammes Verts, c'est nous, la boulangerie industrielle avec tous les pains chez Lidl, mais même Noser, personne connaît au niveau national. Ils sont plein de chaînes, en vrai, ils sont plein de chaînes. Oui, voilà, tu vois, c'est un gros truc. Là, on a un appui pour une fois, c'est sur la communication, sur les alliés qu'on arrive à
à mettre en place, on a une chance en vrai de gagner. Et là, l'idée vraiment, c'est de rappeler au patron que si maintenant l'inspection du travail venait à invalider mon licenciement, qu'il n'essaye pas d'aller plus loin, qu'il n'essaye pas de contester la décision. Là, ils ont déjà perdu des centaines de milliers d'euros, voire des millions avec les débrayages et tout. Après, il faut voir comment on est capable de faire une lutte sur les 2 prochains mois. Parce que la procédure, elle va durer au moins 2 mois. Mais de voir comment on est capable d'essayer d'appuyer sur des temps forts. Et je pense qu'il faut qu'on discute de ça aussi. Bonjour tout le monde. Bon, comme vous le savez, on est là pour Christian. Évidemment, on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe. Donc on est là pour le soutenir. Nous, on est de Nozère, on est venu ce matin en bus. On a décollé à 6 h du matin. Nous, si on est là aujourd'hui, c'est pour témoigner notre soutien inconditionnel au camarade Christian, qui subit aujourd'hui la répression violente d'une entreprise qui n'est pas à son coup d'essai. Pour nous, en fait, c'est vraiment les 2 faces d'une même pièce. qu'Invivo maltraite ses salariés et qu'ils détruisent le vivant au sens large. C'est vraiment la même chose. Parce que oui, on l'a dit, il y a plus de 1000 syndicalistes qui sont attaqués comme Christian, et ça va être encore d'autres syndicalistes demain qui vont être attaqués. Et par le fait de lutter pour Christian, en réalité, on lutte aussi contre la répression patronale de demain ailleurs. C'est primordial de leur montrer cette solidarité, les amis, parce qu'ils sont ensemble. Aujourd'hui, ensemble, on peut faire renaître cette alliance. Avec tous les militants, les travailleurs, les militants syndicaux, les militants écolos, Greenpeace, les Amis de la Terre, toutes les organisations, la Confédération Paysanne, dans un contexte où les agriculteurs relèvent la tête et se battent, qui font l'expérience de ce que c'est que les forces de l'ordre, de ce que c'est que l'État, de ce que c'est que la répression. Ensemble, on peut s'unir, parce que nous avons un ennemi commun. Cet ennemi, c'est les patrons du CAC 40 et l'État qui est dans ses mains. Merci à tous. Comme ça? Ouais, c'est bon. Ça, c'est à cause du poteau, mais je sais pas si ça... Faut savoir que InVivo, ils ont mis XR, Extinction Rebellion, de La Rochelle au tribunal le 2. Et aujourd'hui, c'est aussi un message qu'on lui envoie, qu'on ne laissera pas ni licencier des syndicalistes, ni mettre des écolos au tribunal pour des actions surtout qui dénoncent la politique de InVivo. Et les camarades de XR, eux, ils risquent, moi je risque un licenciement, eux ils risquent jusqu'à 6 mois de prison et 3000 € d'amende quand même. Donc il faut savoir que voilà, ça c'est la politique de InVivo, c'est pas la première fois qu'ils mettent des militants écolos aux tribunaux, c'est pas la première fois qu'ils licencient des syndicalistes. Et donc nous l'idée c'est de lui dire maintenant c'est stop, vous ne pourrez plus le faire sans que nous en tout cas on se mobilise. Bonjour monsieur, une explication de pourquoi on est là ce matin. C'est le groupe InVivo qui possède tout le port de Metz qui veut se débarrasser d'un syndicaliste parce qu'il fait bien son travail. Bon là du coup on fait face à un agriculteur. Et l'idée c'est pas de se mettre les agriculteurs à dos non plus quoi. Mais du coup moi je propose qu'au moins les agriculteurs, bon on les arrête, on discute avec eux et tout comme on a fait là, mais qu'après on laisse passer au moins les agriculteurs juste. Moi, je sais pas pourquoi vous le suivez comme ça, parce qu'il n'a rien à se reprocher. Hein. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ouais, et puis vous devez vous emmerder quand même à le suivre tout le temps, en fait. Non, ça doit être long, hein. Mais il doit être bien payé. Comme boulot, hein. Moi, je dis il doit être bien payé, parce qu'il n'est pas terrible, donc ça doit être bien payé pour le faire. La période huissier, c'était... Bon, au début, on en rigolait, hein. On va pas se mentir, hein, on rigolait. Hein. Des fois, on les emmenait au First 1 et on les perdait en route. Mais non, c'était pesant. On voulait aller en pause, ils étaient là. On voulait monter au CE, ils étaient là. On allait aux chiottes, ils étaient là. Stop, quoi. Quand on a eu les premières audiences, on a tous commencé à faire donc des assemblées générales et à discuter. Voilà, dans 3 jours, il y a la prochaine audience. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se faisait des points de rendez-vous. On montait tous avec Christian aux audiences. On allait tous jusqu'au tribunal et on assistait tout simplement et on pouvait voir les cadres de la direction, on pouvait voir l'avocate de la direction qui défendait pas du tout les faits de la direction, ce qu'elle se permettait de faire. Elle jouait un rôle d'avocat pour essayer de gagner par rapport à telle et telle loi à contourner. Mais il n'y avait aucun fait de défendu. Ils noyaient le poisson dans tout ce qu'ils étaient en train de faire depuis 8 mois à Christian. Par contre, nous, de notre côté, Christian qui a été protégé par son avocate, par un cabinet d'avocats, dont Elsa une collègue à lui de Révolution Permanente,
Elle était carrément avec nous aux assemblées générales, elle venait sur site, on faisait des assemblées avec elle, on en discutait, elle nous conseillait. Elle a fait des vidéos avec Christian, elle a donné son numéro de téléphone si les gens avaient besoin à ce moment-là, parce qu'il fallait vraiment qu'on soit tous soudés. Et ça a très bien marché, parce que quand on était tous ensemble sur site, on était quand même... c'est pas dire en position de force, mais en tout cas, on ne se sentait pas intimidé. Parce que la direction, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle intimidait les ouvriers. Il faut le savoir qu'elle faisait des rondes dans l'entreprise et qu'elle menaçait que ça allait fermer, qu'ils allaient peut-être mettre les cadres en droit de retrait si Christian y revenait. Alors que les tribunaux étaient en train de dire « Christian n'a rien fait, il faut le réintégrer ». La loi le disait. Et eux, derrière, ils arrivaient à faire le tour d'usine et à mettre la pression aux ouvriers en disant « on va fermer la boîte ». Et fait dire fermer la boîte à des gens qui ont déjà vécu des PSE, qui ont 30 ans de boîte derrière eux, c'est dangereux. Évidemment, ça les atteint. Les gens, ils n'ont pas tous une force mentale, ils ont un vécu derrière. Nous, on est jeunes, on arrive, on a une force mentale, on a des convictions, c'est différent. Et nous, aujourd'hui, c'était important qu'on fasse une petite délégation des Néozers pour venir devant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, en pleine grève, justement, il s'est permis de venir aller rencontrer les cadres pour aller dire à nos cadres dans la boîte, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, Porta, on va le licencier. Et quoi qu'il arrive, une fois que Porta il sera parti, la section CGT, elle partira aussi. Et nous, on mettra notre petit syndicat à nous, maison. Et nous, les Néozers, on lui a répondu par la meilleure des façons. Mais Néozers, quand ils ont entendu ça, eh ben, ils ont arrêté tout de suite le boulot. Ils sont sortis en grève et ça fait 3 semaines que mes collègues, ils sont en grève. Et ça, c'est important de le rappeler. Là, toi, Christian, tu es en pointe, c'est normal. Hein, tu nous as donné des tas d'informations, nickel, impeccable. Mais je pense que très rapidement, si on structure un comité de défense qui organise les actions, évidemment, tu en feras partie, mais il serait bon qu'il y ait tout un groupe moteur, on peut être plusieurs, mais plusieurs personnes, mais voilà, il faut que ce soit un comité très vivant et il y a des choses à faire. Voilà. L'idée du comité de soutien, c'était justement aussi, et c'est vrai que je ne l'ai même pas précisé, mais c'est comment on gère ce comité, c'est que le comité aussi est force de proposition. Effectivement, c'est vrai que s'il y a des camarades qui se proposent pour essayer d'animer, proposer des choses, c'est important parce que tu vois, comme l'idée que tu proposais des groupes et tout, mais c'est pour derrière essayer aussi de récolter de l'argent, je suppose, c'est ça, tu vois. On se disait que peut-être pour demain, ce serait bien qu'on fasse une caisse de grève et qu'on s'engage à la faire tourner dans nos cortèges, genre que toutes les personnes présentes ici s'engagent à faire tourner dans leur cortège demain une caisse de grève. Il y avait énormément de soutien. Heureusement, on a eu énormément de soutien. Christian a eu énormément de soutien, que ce soit financier, que ce soit physique, que ce soit pour les grèves, que ce soit de l'aide pour les structures, pour tout. On a eu énormément de soutien de tous les côtés. Et tout ça, il fallait le gérer, il fallait l'organiser, il fallait se rendre disponible. Et c'est vrai que moi, je n'étais pas nommé à la base. Je suis un salarié normal, un ouvrier classique, pas protégé. Et c'est vrai qu'après, j'ai commencé à gérer pour mon équipe la caisse de grève, voir qui a fait combien de temps, commencer à calculer à l'avance pour pas qu'on se retrouve à dire aux gens on va vous rembourser, mais que derrière, on ne tienne pas parole. C'était aussi très important. La direction, elle ne tient pas parole. Nous, le but, c'était de 1, de légitimer la vérité pour Christian, et de 2, de tenir parole et de montrer aussi les compétences qu'il a, ce syndicat, parce qu'il est compétent, le syndicat qu'on a chez Neuser. Là, par exemple, tu as l'union locale de Molsheim, Obernai et Schirmeck, ça en Alsace, qui nous ont justement envoyé aussi un don de 500 € les camarades pour justement le soutien à la caisse de grève. Et ça, c'est important, tu vois, quand tu vois que tu as des unions locales, des UD, des personnes même individuelles et tout, qui t'envoient des chèques et tout, pour justement nous soutenir dans la grève. Ça n'a pas de prix, c'est important. Les collègues à l'usine, ils rigolent, parce que je donne des SMIC aux salariés. Je paye mieux que le patron maintenant. Mais voilà, c'est le fruit de tout un travail de collègues qui ont du comité de grève, qui ont géré les grèves, qui ont pointé les grèves à tout le monde, et qui nous ont permis d'avoir un suivi assez scientifique de la grève, pour voir où on va, pour voir si la caisse de grève elle est capable de couvrir 80, 50, 100% du salaire. Et là, avec tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a fait, normalement, on est quasi à aucune perte de salaire pour aucun collègue, quoi. Et ça, c'est important. Solidarité avec Christian et tous les Néozers.
solidarité avec Christian et tous les neurosaires. In vivo, c'est dégueulasse. In vivo, c'est dégueulasse. Et Blandinière, c'est dégueulasse. Et Blandinière, c'est dégueulasse. Ouais. Il y a 500 balles. 500 balles. Et ça montre à quel point tout ce qui est en train de se passer autour de Christian Porta, c'est l'histoire de la lutte de classe en réalité, les camarades. C'est pas juste l'affaire de Christian, vous le voyez, c'est l'histoire de patrons voyous. C'est l'histoire de patrons voyous, ni plus ni moins. Et qu'il faut que de l'affaire de Christian Porta, ça ne soit pas uniquement l'affaire de la CGT, l'affaire d'une fédération ou l'affaire des collègues de Néoser. Ça doit être l'affaire de notre camp social. Parce que si on tolère que ici, dans cette usine, il y a un patron qui dit à la justice « va te faire foutre », à l'inspecteur du travail « va te faire foutre aussi », qu'ils respectent aucune de leurs règles, les amis. C'est pas les règles de la CGT ou de Solidaire. C'est pas nous qui voulons des inspecteurs du travail et des directs et des juges des prud'hommes, etc. Notre démocratie à nous, elle est ouvrière, elle est sur les piquets de grève, elle est en assemblée générale, elle est dans nos conseils, dans nos réunions. Si Christian ne retourne pas chez Néoser, prenez tous vos affaires et partez avec lui. Parce que vous allez passer les pires moments de votre vie. Les 15, 20, 30 prochaines années, elles vont être terribles. Parce que vous serez dans l'usine dans laquelle on a craché au visage d'un des meilleurs syndicalistes de ce pays, d'un des plus combatifs. En 27 ans, je n'avais jamais vu un employeur licencier un salarié après que l'inspection du travail ait refusé le licenciement. Et ça, c'est vraiment hors norme. C'est-à-dire que l'employeur sait quand il licencie qu'il commet une infraction pénale. Donc normalement, aucun employeur ne fait ça. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'on est dans une grosse entreprise. On est genre dans le numéro 3 des groupes céréaliers européens, qui a les moyens de sa défense, qui sait ce qu'il fait. Et c'est donc pour moi l'illustration du fait que c'est vraiment un choix politique jusqu'au boutiste d'idée de faire un exemple, quoi, de clouer Christian Porta au pilori et de terroriser les autres salariés. Donc du coup, voilà, ils m'ont licencié. Nous, ce qu'on a fait, le fait qu'ils essaient de m'isoler et m'empêcher de pouvoir aller au contact de mes collègues, on a pensé de faire des permanences sauvages. C'est-à-dire que si le patron ne veut pas que je rentre dans l'usine, on va faire des permanences devant l'usine. Et c'est comme ça qu'on a pensé à mettre un comité de grève en place, parce que c'était quelque chose qui manquait, je pense, dans la première lutte qu'on a menée. Dans les premières 3 semaines de grève, c'était beaucoup la direction du syndicat qui donnait, même si elle était combative, qui donnait un ton, mais qui n'allait pas, qui je pense n'explorait pas assez loin les possibilités. Et le fait qu'on mette ce comité de grève et qu'il y a des salariés, qui soient syndiqués ou non, qui rentrent dans ce comité de grève, qui discutent, qui se réunissent avec nous, qui bataillent, nous donnent la température à l'usine, nous dit que les collègues ils sont énervés, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on sorte en grève. C'est comme ça, à travers ces permanences sauvages et à travers le comité de grève qu'on a mis en place, qu'on a pu réenclencher une nouvelle bataille qui a été cruciale dans les mois après qui ont suivi. Les camarades, venez là, venez les Néoser, ouais. Christian. Le jour justement de la victoire et de la rendue des prud'hommes, on a organisé un immense rassemblement devant l'usine avec énormément de collègues qui étaient en grève, mais aussi des soutiens en extérieur. Et on allait remettre avec un huissier de justice. C'est la première fois où on acclame un huissier de justice quand il arrive en mode le huissier, etc. Pour lui dire, voilà, maintenant on a gagné la direction. Il faut savoir que la direction, quand on est arrivé devant l'usine, ils avaient fait un mur avec les cadres.
Je l'ai gagnée. Elle est belle celle-là. Je vous laisse la lire si vous voulez. Vous voulez, on la lit ensemble. Dit que le licenciement de monsieur Christian Porta est constitutif d'un trouble manifestement illicite. Je le fais bien à la voix de C8, tu sais, les... Ça va? Bonjour monsieur le directeur. Vous voulez la lire? Je vous la laisse la lire depuis. Madame la DRH. Je l'ai bien lu. Ils ont dit si Porta il est réintégré, on ferme l'usine, donc ils nous menaçaient de lock-out. C'est quand même quelque chose d'assez inédit en France, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis les années 70, quoi, de se dire, ben voilà, si on doit respecter la loi, ben on va fermer l'usine pour pas qu'ils réintègrent. C'était ça l'enjeu de ce rassemblement. Là, vous avez un RH qui est là de réponse truc social pour calmer. Depuis qu'ils m'ont viré, ils l'ont mis pour dire il faut calmer. Ben, voilà. Et là, vous avez la DRH du groupe Indivo. Et là, vous avez le directeur par intérim. Okay. Il y a beaucoup de DRH dans cette entreprise. Vous exprimez, vous, de votre côté? Non. Pas face caméra, mais peut-être en off non plus? Non. Non, vous avez rien à exprimer? Rien à dire. Ok, pas de problème. On est arrivé devant l'usine, on a remis la notification des prud'hommes qui exige ma réintégration immédiate. On rentre dans l'usine aussi, hein, on rentre dans l'entreprise pour dire voilà, on a gagné, on y va. Et à ce moment-là, quand je remets le document au patron, le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il me remet une deuxième notification et il me dit voilà, maintenant tu vas être nouveau mis à pied et on va te faire une deuxième procédure de licenciement. Oui, alors on voit le fair play de la direction, c'est-à-dire qu'à peine réintégré, ils me remettent en mise à pied. Donc vous avez vu que j'ai pas eu le temps de commettre de faute, j'ai pas eu le temps de rentrer dans l'entreprise, que j'étais déjà nouveau mise à pied. J'étais licencié, donc quelle faute j'ai pu commettre pendant que j'étais licencié? J'ai pas de contrat de travail avec mon patron, mais lui, il veut quand même me licencier. Donc nous, ce qu'on disait, c'était juste une façon de contourner pour éviter ma réintégration. Et je pense que c'est ça qui a aussi contribué à la suite de la lutte. C'est le fait qu'ils ne respectent ni les décisions de l'inspection du travail, ni les décisions du prud'homme. Et donc forcément les salariés se disent ah ouais, mais à ce moment-là chacun est touchable comme ça, c'est-à-dire même en n'ayant rien fait ou en ayant du moins une décision d'inspection du travail qui refuse ton licenciement, une décision du prud'homme qui demande la réintégration du salarié, le patron ne la respecte pas, donc se croit tout permis, et le salarié lui-même se dit mais imagine-moi quoi, qui ne suis pas salarié protégé. Tout le monde s'est radicalisé, c'est très simple, on a tous été dans la même mentalité. Ce qui se passe avec Porta, c'est pas normal. Ce qui se passe dans l'usine, c'est pas normal. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, on est prêt à faire grève un maximum pour donner un impact que l'usine, elle tourne plus, qu'ils comprennent bien, les patronats, que c'est nous, les ouvriers, qui faisons tourner l'entreprise, et pas l'inverse. Peut-être c'est eux qui mettent l'argent d'investissement, mais si nous, on n'est pas là en train de faire tourner les lignes, au bout d'un moment, l'usine, elle tourne pas. Nous, quand on est tout seul, on fait des 5-8, on tombe sur des week-ends, il y a des jours fériés, des fois on n'est que des ouvriers jusqu'au chef de secteur, donc il n'y a aucun cadre avec nous. Pendant 3-4 jours, week-end plus jours fériés, on s'arrive de faire tourner la boîte une semaine sans eux. Par contre, eux, sans nous pendant une semaine, la boîte elle est à l'arrêt. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça a permis aussi d'ouvrir les yeux, de se dire, voilà, s'ils sont capables de faire ça avec Christian, nous et c'est ce qu'on me disait, hein, nous, on peut donc, comme ça, ils peuvent nous licencier du jour au lendemain. Ça fait peur. Ça fait peur. Quand les salariés ils ont vu ça, quand mes collègues ils ont vu ça, ils étaient là, ils étaient présents. Hein. Tu avais, je sais pas, presque une centaine de collègues qui étaient devant l'usine. Ils ont vu ça, et là, il y a une colère qui est montée directement auprès de mes collègues. Donc très vite, tout de suite après, on a fait une assemblée générale avec tous les grévistes. On a discuté de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire pour batailler et faire en sorte que ma réintégration elle soit complète. Si maintenant, le patron, il m'interdit de rentrer, admettons, je viens demain et il dit non, tu rentres pas dans l'usine, et il m'empêche avec des flics vraiment comme là ils font, etc. Un processus important. Moi, ce que je propose, c'est que les collègues qui sont ici, et on convainc nos autres collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, de dire s'ils interdisent Porta, on débraye automatiquement. C'est-à-dire on laisse les lignes comme elles sont. Hein. Ça veut dire, c'est un coup assez dur à faire, c'est de dire voilà, ta palette c'est toi qui vas la rentrer, ton farineur c'est toi qui vas le remplir, et ton étiqueteuse c'est toi qui vas la gérer, tes croissants c'est toi qui vas les emballer. Même si tu viens pas, je te réponds. Voilà. Qui est pour ça? Qui est pour de dire on sort en
débrayage s'ils interdisent l'entrée à Porta. Ok? On est tous d'accord alors? Et là, ça a été vraiment un moment, je pense, qui était central. On a fait une grosse AG, on a discuté avec les collègues. D'ailleurs, juste quelques jours avant, le patron, il avait appelé parce qu'il savait qu'il allait perdre. Hein. Il savait qu'il allait perdre dans les prud'hommes. Et donc, mon patron, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait appelé mon syndicat pour lui dire, écoutez, si vous voulez, monsieur Porta, on peut se voir, on lui donne un chèque et voilà, il part, quoi. En gros, le patron commençait déjà à montrer sa faiblesse. Nous, on lui a répondu, je pense, de la meilleure des façons, c'est que déjà, on lui a répondu en votant la grève et surtout en expliquant que son argent, on l'en veut pas. Non, il ne faut pas faire tout à fait de poste carré, préparer pour la relève, etc. C'est pas contre nous, on va pas, c'est toi ma relève, je te prépare pas, pas m'en vouloir. Il faut laisser comme c'est sur le tas et partir 2 heures. Comme ça, après, quand on arrive, c'est le bordel, il faut réorganiser. Oui, on va un peu nous le subir, mais c'est eux que ça va faire chier en premier. Ils vont voir que nous, on rigole pas et qu'on se soutient tous ensemble. C'est ça qu'il faut. Tout le monde est pour, je le répète une dernière fois, comme ça, on se regarde droit dans les yeux et on démarre ça à partir de cet après-midi, ok? Qui est pour ce plan de bataille, lève la main. Donc on part sur ça les camarades, débrayage à partir de cet après-midi. On se met d'accord, on dit qu'est-ce qu'on va faire? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus faire des débrayages en fin de poste, équipe par équipe pour chambouler les démarrages de ligne, pour créer un impact. C'était notre but au début. On a commencé à se dire, mais on va faire carrément des journées usines mortes. Ça veut dire que les 3 équipes qui tombent dans ces 24 heures, elles vont pas au travail. On fait grève totalement. On laisse 24 heures l'usine morte. En contrepartie, on fait une assemblée générale. Comme ça, on peut encore plus s'organiser, discuter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire aux autres, etc. etc. Ce matin, je me suis rendue à la gendarmerie de Folschwiller en Moselle où était convoqué le syndicaliste CGT Christian Porta. Christian Porta est victime d'une répression syndicale totalement délirante de la part de la direction du groupe InVivo. Et pour cause, il est l'homme à abattre en tant que représentant syndical qui a permis des luttes victorieuses dans l'entreprise. On est plus d'une 50aine aujourd'hui réunis en Assemblée Générale pour discuter des suites du mouvement. Et on a appris que Anas Kazib, un des principaux soutiens qui est venu à plusieurs de nos grèves et de nos rassemblements pour nous apporter de la force, pour discuter et appeler à faire des dons à la caisse de grève, on a appris qu'il est poursuivi pour un rassemblement devant la Sorbonne et on tenait à lui apporter toute notre solidarité. Christian Porta, qui bosse dans l'agroalimentaire, qui bosse chez InVivo et qui subit de plein fouet tous ses engagements syndicaux, militants. Christian, c'est à toi. Il y a une question qui est centrale pour moi et pour nous aussi même à l'usine, c'est de justement de faire en sorte que les questions écolo et les questions justement d'augmentation de salaire, etc., eh ben, elles sont communes. Il ne faut pas qu'on oppose la fin du mois et la fin du monde. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis venu aussi. C'est pour dire qu'il va falloir qu'on s'organise toutes et tous ensemble, les travailleuses et les travailleurs, les écolos, tous les mouvements, nos camarades paysans, etc. Parce qu'on a le même ennemi commun. C'est ce système capitaliste et ça a été dit avant par nos camarades internationaux. Et que le meilleur moyen d'y répondre, les camarades, ça sera comme notre camarade Mariama, sans papier, qui est venu ici le dire. Ce sera par la grève générale et on forcera les directions syndicales s'il le faut à y appeler, à le faire les camarades et à renverser cette société qui nous exploite et qui nous opprime. Merci les camarades. Pas de problème.
Vous n'avez pas filmé une gendarmerie? Je sais même pas par où commencer, mais alors déjà, je tiens à dire, vous avez vu que je suis pas en garde à vue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, les faits que la direction me reproche ne sont même pas assez, en tout cas, avérés, ne sont pas du tout avérés, et que, au vu qu'il y a 3 juridictions différentes qui disent que j'ai rien fait, même la gendarmerie qui voulait me mettre en garde à vue, le procureur lui a dit mais il n'y a rien, vous arrêtez, vous ne le mettez pas en garde à vue, ça sera seulement une audition libre. Donc c'est lunaire, on se retrouve avec un syndicaliste à qui, écoutez, c'est une convocation pour une audition libre, initialement une garde à vue, donc on prend vos empreintes, on fait la photo, on fait tout, et puis vous retrouvez face à un OPJ à devoir vous expliquer sur qu'est-ce que vous avez défendu en CSE, pourquoi est-ce que tel projet de la direction vous n'êtes pas favorable, est-ce que c'est vrai que vous amenez de la politique à l'intérieur de l'entreprise, c'est un interrogatoire politique contre des dirigeants syndicaux. Et je pense que c'est une tendance qui se généralise. Il y a beaucoup de procès pénaux, il y a des énergéticiens qui sont condamnés. On pense évidemment aussi à Delesco, Jean-Paul Delesco qui a pris 1 an de prison avec sursis. Ça veut dire que moi, je vais devoir aller peut-être en garde à vue parce que mon patron en a décidé, parce que mon patron a discuté avec le préfet, parce que mon patron a discuté avec la gendarmerie, alors que tous les tribunaux, tous mes collègues de l'usine qui sont là, c'est l'équipe du matin, ils se sont mis en grève pour venir me soutenir. Et je pense qu'on peut faire un peu de bruit pour les camarades qui se sont mis en grève pour venir me soutenir. Et je pense qu'il y a une vraie dynamique à l'affrontement ouvert et qu'en réalité, c'est des secteurs du patronat qui se vivent vraiment comme l'avant-garde de ce que ce sera demain et qui n'ont aucun problème avec l'illégalité. Qu'est-ce que vous avez pensé là des arguments de la direction lors de la plaidoirie de leur avocate? C'est quoi votre ressenti à chaud au sortir de l'audience? Comme ils ont dit, ils ont encore menti. Ils ont dit leur première phrase, l'avocate a sorti « Oui, on n'a pas écouté la décision de l'inspection du travail ». Donc oui, encore une fois, ils n'écoutent rien. Et ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils n'ont rien de aucune concret, ils n'ont rien du tout. C'est ça aussi, avoir des avocats de combat. C'est pas de se penser seulement à l'aspect juridique, c'est aussi faire en sorte qu'on arrive à englober tous les aspects qui jouent cette lutte. Certes, l'aspect juridique est important, on ne va pas se mentir, hein, mais la grève et la bataille qu'on a menée, elle était centrale. Et c'est, voilà, nous, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Hein, c'est dans toutes nos histoires, maintenant, on essaye vraiment de faire en sorte, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des avocats de lutte, des avocats de combat, c'est parce que on est conscient que tout ce qu'on va obtenir, ça va être aussi par le rapport de force. Quand tu as un prud'homme où tu arrives et que tu as 100 collègues, soutiens et tout, qui sont là, qui remplissent le tribunal, où on est obligé de pousser les murs limite pour que tout le monde puisse rentrer, eh ben, ça te donne aussi le ton. Alors, la plaidoirie de l'entreprise dans le cadre de cette 2e procédure prud'homale, elle est fascinante, parce que qu'est-ce qu'elle vient dire ? Elle vient dire « Ah non, vous, le juge prud'homal, vous ne pouvez pas statuer, car le seul qui est compétent pour statuer, c'est l'inspection du travail, donc vous devez attendre la décision de l'inspection du travail dans le cadre de ma 2e procédure. » Sachant que sur la première procédure, elle s'est assise sur la décision de l'inspection du travail, puisqu'elle a refusé de tenir compte du refus de licenciement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un employeur qui n'invoque le pouvoir de l'inspection du travail et sa prérogative en matière de licenciement, au final, que pour s'opposer à la réintégration du salarié qui avait été ordonné pour faire échec au fait que l'employeur était passé outre la décision de l'inspection du travail. C'est clair? C'est incompréhensible. Je recommence. Allez, Damien, ciao, ouais. Ça va être trop du bien quand t'as les collègues qui te font des câlins quand t'as gagné comme ça. Tellement on est heureux, ça fait vraiment plaisir. C'était comme ça là, ça fait 2-3 jours, c'est comme ça là. Tous les collègues sont heureux de ouf. C'est bon? Donc ouais, là on est le... Attends. Donc là on est le 6 août. On est 4 jours après la victoire au tribunal, que ce soit des prud'hommes ou du tribunal judiciaire de Sarreguemines. Et en vrai, ce qui vient de se passer, c'est que l'employeur, il est condamné à devoir me réintégrer et surtout à me verser une somme de 525 000 €, même si on sait que le combat il n'est pas fini, hein. Il y a encore la première procédure de licenciement qui est en route, le patron il a décidé aussi de faire appel, mais voilà, on est confiant sur les suites à venir, on est prêt et voilà, on va se renforcer, cette victoire elle nous a renforcés toutes et tous et maintenant on est prêt pour la suite du combat. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris la victoire?
Oh, moi, je lui ai sauté dans les bras. Eh ben, moi, j'ai même pas vu tout de suite parce que j'étais en train de faire mon ménage. C'est mon mari qui m'a appelé. Il me dit, ah, chérie, vous avez gagné. Porta, il a gagné. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, mais t'as pas vu? Ben non. Et donc, du coup, après, j'ai regardé les réseaux. Et moi, la première chose que j'ai fait yes, yes. Donc, c'est une grosse bataille de gagner. Après, on reste toujours dans une entreprise avec un gros groupe, un gros patronat, avec un délégué syndical qui s'appelle Christian Porta, avec une équipe derrière lui. Donc, je pense qu'il y aura toujours cette petite querelle sera toujours là. La direction va toujours essayer de gratter des choses et de nous enfoncer un petit peu et de pas. Et nous, on sera là pour relever la tête et leur dire non, ça se passera pas comme ça. Je pense qu'il faut voir que dans ce type de dossier, c'est politique au sens le plus strict, puisqu'au bout du bout, c'est le ministre du Travail qui décide. Et c'est la raison pour laquelle, s'il n'y a pas une dynamique de pression politique nationale, c'est très très dur de gagner, parce que par ailleurs, on parle de quelqu'un qui est prêt à dépenser des centaines de milliers d'euros pour acheter Christian Porta. Pour moi, c'est toute une génération qui est en train de se forger dans la lutte contre la répression de manière exemplaire. C'est quelqu'un qui ne négocie rien, qui ne se laisse pas acheter. C'est des travailleurs qui mènent une grève héroïque, je veux dire qui s'organisent en fait pour ne jamais le lâcher, pour continuer jusqu'au bout, et qui montrent qu'en réalité, avec un plan de bataille, de la détermination, des objectifs clairs, c'est possible que toute la force des travailleurs, elle soit dirigée contre un ennemi commun et qu'elle permette en réalité de le faire reculer, même si il partait gagnant et regagnant. Et je pense qu'en réalité, c'est une leçon qu'il faudra populariser, nationaliser et qu'il faudra partager partout où les travailleurs sont attaqués. Tout ce débat qu'il y a autour du comité de grève, ça a permis à beaucoup de choses. Moi, il faut quand même rappeler que Neozer, c'est en Moselle, que le Rassemblement national, il est extrêmement fort. Aux élections, il est quand même passé au premier tour, tu vois, le député, etc. Et le fait d'avoir ce comité de grève, ces discussions et même ces assemblées générales, ça a permis aussi de poser la question des idées de l'extrême droite, quoi. Moi, j'ai des collègues, on le sait, on sait que certains votent le Rassemblement national, il y en a certains, ils le disent même et tout, mais pourtant, ils sont allés se battre pour que le gauchiste de la Moselle, entre guillemets, moi, tu vois, il y en a, ils se sont battus alors que tout le monde sait que je suis à l'extrême opposé de ces idées-là. Eh ben, ils se sont déjà battus pour nous réintégrer. Donc déjà, ça aussi, c'est le fruit des bagarres qu'on mène, parce que les camarades, ils ont confiance aussi en ça. Moi, j'ai des camarades qui, des collègues à l'usine qui, je sais pas, sont venus à la Pride, par exemple, sont mis en grève, sont venus à la Pride manifester avec nous, faire un cortège, alors que il y a quelques semaines de ça, ils hésitaient à voter pour Bardella, tu vois. Et ça, c'est aussi le fruit des batailles qu'on a menées, que ce soit dans les discussions dans le comité de grève, mais aussi même dans la lutte. Et faire des écoles de guerre, faire des démonstrations dans ce sens-là, ça montre aussi comment dire, le fait que tu peux batailler ces idées-là, que tu arrives par des démonstrations à faire reculer le vote RN dans les usines. C'est comme ça, ça passe par là aussi, quoi. Ça passe pas en jetant les syndiqués qui votent Rassemblement national, non, ça passe en essayant d'aller discuter, faire des démonstrations, et les comités de grève, ils sont importants pour ça. Les Neuillezers, de par tout ce qu'on a entendu, je pense qu'on est assez bien placés pour dire à tous ceux qui se battent pour leur droit du travail, pour plein de choses, mais surtout qu'ils lâchent rien. Qu'ils lâchent rien, qu'ils se renseignent bien et seule la lutte paye, la preuve. Il faut garder confiance. Des fois c'est long, mais il faut se battre. Si on ne se bat pas, on se fait marcher dessus et on se fera toujours marcher dessus et on n'avancera pas. C'est votre dernier poste de nuit, et là j'ai David Nimorska, il est en congé aussi, non? Il est en congé, mais il revient aussi le prochain site. Ok, voilà, nickel. Il va t'acheter des enveloppes? Non, moi je trouve que c'est plus marrant comme ça. Tu peux pas t'acheter des enveloppes, des petites enveloppes, franchement. Moi je trouve que c'est drôle comme ça. Et ça recycle les tracts qui restaient. Est-ce que tu peux prendre ça avec toi demain? Tout à l'heure, quand tu pars. Oui. Comme on se voit demain? Pas de souci. Il y a des assiettes, il y a des couverts, des serviettes. C'est pour faire une super interview, un super reportage pour notre super collègue, notre super copain Christian. Qui est réintégré. Et qui, oui, ça oui, mais voilà.